Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Dans le débat autour de la réforme des retraites, il y a bien sûr ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais surtout avec en toile de fond la question suivante: que représente la valeur travail? Et bien justement, c'est notre question du jour. On en parle avec nos invités dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, on est très heureux d'accueillir le dessinateur de presse CAC, président de l'association Cartooning for Peace. Il vient nous parler de 2 expositions à l'initiative de l'association. Enfin, ce sera l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf sur les réseaux de Loïc Landreau. C'est quoi Koubé? C'est le thème du jour. Vous comprendrez dans un instant. Loïc, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec la Cour des comptes qui vient de publier un rapport alarmant sur la situation de l'enseignement en France. Et sa conclusion est sans appel. L'attractivité du métier se dégrade très nettement, tout comme la qualité des enseignants. La faute notamment à la crise des vocations que nous vivons depuis plusieurs années. Donc au recours à des contractuels, 4500 simplement pour l'année 2022. Ils sont moins bien formés, sous-encadrés et ne répondent pas aux objectifs de qualité attendus. Mais chez les titulaires aussi, le niveau baisse en français comme en mathématiques. C'est en tout cas ce que soulignent différents témoignages de jurys de concours depuis 2017. Alors parmi les solutions suggérées par la Cour des comptes, augmenter les salaires, ça c'est en cours, rendre plus cohérent le parcours qui mène au métier de l'enseignement par un renforcement de la formation, diversifier les viviers de recrutement de professeurs et laisser plus de marge de manœuvre aux recteurs, notamment sur la question des primes. Une dégradation de l'enseignement dénoncée par les syndicats qui pourrait être renforcée justement par la réforme des retraites selon eux. Et ce matin, Pap Ndiaye était sur France Inter pour donner ses grands axes de travail dans les mois à venir. Il a notamment annoncé la mise en place de la retraite progressive pour les enseignants. C'est la possibilité de diminuer son temps de travail et donc son salaire et de le compenser par une partie anticiper, un versement anticipé de sa pension de retraite. On peut faire ça 2 ans avant de faire valoir ses droits à la retraite. Donc, par exemple, on est à 70% de temps de travail et de rémunération et à 30% de pension. Et côté rémunération, donc le ministre a précisé que le pacte qui sera proposé début mars aux enseignants prévoit une hausse de salaire conditionnée à des tâches supplémentaires pour un volume annuel de 72 heures environ. Pap Ndiaye qui est revenu sur le retard de son plan mixité annoncé initialement pour le début de ce mois de janvier. On l'écoute. Ce sera annoncé dans toutes ces dispositions et vous verrez que c'est un ensemble extrêmement cohérent et extrêmement large à la mi-mars, le 15 mars. Donc d'ici là, nous échangeons avec les collectivités, nous échangeons avec les organisations syndicales et avec l'enseignement privé. Et nous sommes en train de préparer un protocole. Le protocole est en échange, il est déjà écrit, entre l'enseignement privé sous contrat, en tout cas le secrétariat général de l'enseignement catholique qui est majoritaire, et puis le ministère de l'Éducation nationale. Ce sera la première fois que cela sera fait, depuis les accords langue couplet d'il y a une trentaine d'années, de manière à ce que l'enseignement privé sous contrat soit partie prenante de la mixité que nous souhaitons. Et on termine avec la mise en examen de 3 mineurs pour menace de mort et atteinte à un système de traitement automatisé de données. Rappelez-vous, c'était les 2 et 3 janvier dernier. 32 établissements et des dizaines d'élèves avaient reçu des menaces d'attentats sur leur espace numérique de travail, provoquant de nombreuses évacuations. Eh bien, 3 adolescents de 14, 15 et 17 ans ont été placés en garde à vue ce mardi. D'après les informations de nos confrères de RTL, ces messages de menaces, dont le style était emprunté à celui des terroristes islamistes, avaient d'abord été mis en ligne sur des forums de gamers avant d'être recopiés et finalement envoyés à des établissements scolaires. Reste à savoir quel est leur degré d'implication concret dans cette affaire. Merci Loïc. Alors on parle beaucoup de la réforme des retraites en ce moment. Et bien justement, on va s'intéresser à ce qu'est la valeur travail avec nos invités. C'est tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Ephraim Stralka-Belleuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de la Voix lycéenne. Et face à vous, Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir à nouveau. Vous êtes député NUPES de Paris. Alors, on va parler de la valeur travail. Car ce sont, j'allais dire c'est un mot, mais non, 2 mots, que l'on retrouve
partout, à la fois chez nos confrères, chez tous les journalistes, mais aussi dans la bouche de chacun lors des manifestations. On remet en cause, et pourquoi pas d'ailleurs, cette notion de valeur travail. En tout cas, on en parle beaucoup et je voulais qu'on fasse une émission spéciale pour relier effectivement le monde de l'éducation, toutes les questions qu'on se pose en tant qu'enseignant, en tant que lycéen en l'occurrence, en tant que maman, papa ou député, et donc aussi pour représenter les Français, de ce que c'est que la valeur travail et ce que ça implique. Avec la réforme des retraites, on entend beaucoup parler de cela. Ça prend plusieurs sens. Si on prend le sens purement économique de la valeur travail, c'est l'analyse qui voit dans le travail, je prends clairement ce qui a été nommé j'allais dire dans le Becherel, non, dans le Larousse, dans le travail seul, la source unique de valeur. Donc une notion de valeur, une notion finalement d'argent. Est-ce que la valeur travail dont on parle aujourd'hui et qui fait la une de tous les journaux, c'est vraiment ça, Rodrigo Arenas? En fait, là, ce que vous avez comme définition de la valeur, c'est pas une valeur morale du travail, c'est plus une valeur marchande. Et auquel cas, on voit bien que ça fait pas tellement recette, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui s'interrogent sur le sens du travail et qui, du coup, ne sont pas forcément attirés par la valeur marchande de la vente de leur force de travail, en fait, pour être plus précis. On voit qu'il y a des emplois aujourd'hui qu'on a du mal à combler, parce que pourquoi est-ce qu'on va, par exemple, être serveur? Pour faire quoi? Pour enrichir qui? Dans quel sens on fait ça? Quelle valeur suprême, en fait, on est en train de se casser le dos parfois pourquoi on fait ça. Et donc, ça peut être pour soi aussi, c'est toute la question justement et c'est l'objet de notre débat. Et c'est bien le sens. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui renoncent à leur travail où ils gagnent beaucoup d'argent pour faire d'autres métiers où ils gagnent beaucoup moins, mais pour lesquels ils sont beaucoup plus heureux. Et d'autres métiers, par exemple, comme enseignant, ce que vous en parliez tout à l'heure, dans lequel on voit bien que la valeur marchande de l'enseignant, aujourd'hui, n'est pas de nature à provoquer des embauches, parce que tout simplement, avec un bac plus 5, on est payé au lance-pierre par rapport à un métier qu'on pourrait faire avec le même niveau universitaire. Donc vous voyez, tout ça aujourd'hui on est interrogé jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque l'orientation que prend Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est par exemple de débloquer plus de 450 milliards d'euros sur 7 ans pour financer l'armée, c'est-à-dire de redonner un sens au pays qui concerne à financer une orientation guerrière, parce qu'on serait assiégé par des forces assaillantes dans notre pays, dans un contexte de guerre en Ukraine, etc. Et on voit bien qu'avec le SNU qu'on va imposer à nos enfants, qui finalement la mise au pas des mômes, on est en train de redonner un sens au travail qui serait une force immanente de défense par rapport à une attaque extérieure qui devrait se prémunir finalement d'une attaque d'un ennemi de l'intérieur qu'on essaye peu à peu de cibler à travers différentes lois qui sont d'ailleurs débattues à l'Assemblée, notamment avec la loi immigration qui va arriver dans le Parlement. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on ne s'attache pas finalement au bonheur, tout simplement, Emmanuel Macron ne s'attacherait pas au bonheur de ses concitoyens et finalement de valoriser justement le travail que produisent ces citoyens, mais s'attacherait plutôt à, vous dites, travailler sur la défense extérieure? Disons que la valeur que lui, il met au travail, c'est de mobiliser les énergies de nos concitoyennes et nos concitoyens pour financer finalement un effort guerrier. Moi, je considère, à titre personnel, que si l'effort du travail de nos concitoyens doit se mettre en œuvre, c'est plutôt de prendre soin des autres. Et là, il y a une valeur morale qui se pose, c'est-à-dire comment est-ce que le travail qu'on met en avant et qu'on valorise, c'est par exemple les infirmières qui sont payées, je crois, 1800 € brut en PV de carrière et qui ne font pas recette. Comment est-ce qu'on paye des enseignants? Comment est-ce qu'on... En fait, on valorise celles et ceux qui, pendant les premières lignes de Covid, ont mis plus que leur salaire, pour le coup, plus que leur valeur marchande, pour prendre soin des uns des autres. Et on se rend compte au fur et à mesure des projets de loi de finances qu'on vient de passer, ou aujourd'hui sur la question du débat sur les retraites, que ce ne sont pas ces personnes auxquelles on prend soin. Au contraire, on prend soin, finalement, on aide celles et ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire celles et ceux qui font beaucoup d'argent, par exemple, dans la spéculation boursière, en échangeant finalement des actions en microsecondes avec des ordinateurs et l'intelligence artificielle, qui n'ont pas d'impact réel au quotidien, mais par contre qui ont un impact extrêmement important dans la constitution du budget de la nation qui est voté et qui est élaboré pour l'intérêt général. On perd cette notion d'intérêt général, de soin de l'autre. Alors, votre avis, on va revenir après parce que je voudrais rebondir, mais je voudrais quand même faire intervenir d'abord Ephraim Belleuil sur la question. Évidemment, et bien entendu. Mais parce que je voudrais rebondir quand même sur ce que vous avez dit sur aussi ceux qui effectivement ne travaillent pas et pour qui les contradicteurs disent on va payer pour eux. Mais ça, je reviens juste après. La notion donc, de valeur travail, Ephraim Stralka-Belleuil, quelle est-elle pour vous? Si je reprends, on a parlé du sens économique, au sens philosophique du terme, cela désigne la place que tient le travail dans la société en déterminant le statut et le rôle social de chacun. Est-ce que c'est le vôtre? Enfin, votre vision, la vôtre. Est-ce que je peux revenir sur ce qu'a dit Rodrigo, parce que moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit et je pense qu'il y a eu une réelle évolution en fait dans la société par rapport aux générations sur notre vision de la valeur travail. Il faut savoir que
quand il y a eu des grandes poussées économiques, que l'économie était à son comble, les 30 glorieuses et tout ça, on avait une valeur travail, une vision très très marchande, et cette vision marchande est restée dans la tête du gouvernement et elle n'a pas évolué. Alors que nous, jeunes aujourd'hui, on se préoccupe plutôt de savoir comment on va vivre plus tard, de quelle manière on va vivre et dans quel monde on veut vivre. On se préoccupe surtout dans les métiers de la santé, parce qu'on sait qu'on va avoir une population vieillissante si on ne change pas notre politique d'immigration ou des choses comme ça. Et du coup, c'est déjà le cas maintenant, de toute façon. Oui. On a une démographie qui est en baisse, on a une population vieillissante. On a une population vieillissante, mais il faut penser du coup à tous les métiers qui vont se développer sur l'aide à la personne. Et ce seront à nous justement d'aller dans ces métiers. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, ces métiers de l'aide à la personne ne font pas envie. Pourquoi ils ne font pas envie ? Parce que c'est des métiers qui ne sont pas valorisés, c'est des métiers qui sont mal payés, c'est des métiers qui sont très compliqués. Vraiment, moi j'avais des gens qui sont en train de se spécialiser dans ça, notamment dans le secteur professionnel de l'ASSP, l'aide à la personne et tout ça, et ils se rendent compte de la complexité, de la pénibilité du métier. Mais alors là, on en revient effectivement à la valeur marchande, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous, si ces métiers étaient mieux payés quelque part, vous iriez plus vers ce type de métier ? Normal, c'est évident. Non, mais est-ce que c'est la seule chose, finalement ma question elle est là, c'est que est-ce que c'est la seule chose qui prédomine finalement ? C'est pas la seule chose qui prédomine. Rien que la valorisation dans la société. C'est pas la même chose qu'on va vous dire, je suis patron de telle boîte, on va faire ah ouais, trop bien et tout ça, et on va se dire, il gagne de l'argent. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est inclus dans le cerveau des gens. Alors que si on va te dire, je suis infirmière, je suis ESH, je suis professeur. Ce sont des vocations aussi. Ce sont des vocations, et moi je juge que ce sont des vrais métiers de passion. Ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier et qui font ça par envie et pas par argent. Et c'est ça aussi qui motive. Mais quand dans la société, vous êtes un peu méprisé, quand on vous dit que vous faites des métiers que vous aimez, ça donne encore moins envie. Et quand je regarde dans l'éducation aujourd'hui, les ministres de l'éducation précédente, ils méprisent les professeurs. C'est pas le cas actuel. Pap Ndiaye, vous avez l'impression qu'il est plutôt dans le dialogue, au contraire, avec les enseignants et avec du coup aussi les étudiants ? Je pense que, du côté professoral, je pense que c'est moins pire que les anciens ministres, mais il reste encore un travail énorme à faire sur le dialogue. Et là où ça n'a pas évolué et là où ça empire, c'est le dialogue avec les lycéens et les étudiants. Il faut savoir que les institutions démocratiques lycéennes ne sont pas écoutées, ce sont devenues des institutions consultatives. Il faut savoir la manière dont on obtient. C'est des élus qui votent pour des élus, qui votent pour des élus, qui votent pour des élus. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus démocratique du tout. On a un élu en plateau. Ouais. Alors, c'est ça, un ancien lycéen qui est maintenant élu. Ce sont des élus qui votent pour des élus, qui votent pour des élus. Vous avez le même sentiment, Grégoire Hénas, que ce que dit Ephraim Sral-Cavelleuil ? Ce que je pense, ce que je comprends dans ce que dit monsieur, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'aux lycéens, on instrumentalise une population au service d'une institution. Beaucoup oublient qu'on est là pour les gens. Ce n'est pas les gens qui sont là pour nous. Et donc cette rupture démocratique, elle se traduit même dans les organisations. Et on ne peut pas faire l'impasse aussi sur le quinquennat précédent, dans lequel il y a une large presse qui s'est émue de la création de représentants de lycéens qui en fait n'étaient là que pour, dans un premier temps, parce que ça n'a pas été comme ça jusqu'au bout, servir la soupe d'une certaine façon aux réformes ministérielles. Aujourd'hui, on voit que c'est plus tellement le cas parce que le mouvement social aussi a changé. On voit aujourd'hui que les organisations lycéennes ou étudiantes sont en train de revendiquer, non pas seulement pour elles-mêmes, mais pour l'intérêt général, le fait de s'investir dans la question de la réforme des retraites. Donc on voit qu'il y a un renouveau, une revivification du jeu démocratique, mais qui ne s'exprime pas forcément dans les institutions. Et c'est ça où il y a un danger. Parce que quand vous êtes dans le Conseil supérieur de l'éducation, où siègent les lycéens, où ils sont là juste pour lever la main, mais qu'on ne prend pas vraiment leur avis, qu'on ne les écoute pas et qu'on ne les entend pas, à un moment donné, ça ne peut pas se traduire dans un dialogue pacifié. Et il n'y a rien de pire dans une démocratie que de devoir s'exprimer à l'extérieur, comme c'est le cas sur la retraite, par exemple, quand il y a des représentants qui expliquent « Excusez-nous, ce que vous faites, c'est un peu tout pourri. Donc, s'il vous plaît, faisons en sorte qu'au moins, on y trouve notre compte. » Et bien aujourd'hui, le fait est que les lycéens ne trouvent pas leur compte dans les réformes qui sont mises en place et ne trouvent pas leur compte, à mon sens, y compris dans l'avenir qu'on leur dessine. On leur donne quand même au niveau écologique un monde qui va être une poubelle. On leur livre quand même un monde au niveau social dans lequel il y a une régression, en particulier pour les femmes. On leur livre un monde dans lequel l'école est en train de se privatiser, de commercialiser, c'est-à-dire qu'en plus de la carte lycéenne, il faut que les parents rajoutent la carte bleue pour que les gamins puissent avoir une scolarité entre guillemets normale à la française. Tout ça est en train de faire péter le système de croyance sur lequel nous sommes. Parce que l'école, elle repose sur 3 concepts. Elle repose sur l'élitisme républicain, sur la méritocratie et sur la compétition. Tout ça est en train de s'effondrer parce qu'on voit que ça ne marche pas. Quand vous êtes enseignant, on prend cet exemple-là souvent, que vous faites un bac+5,
que vous passez un concours pour devenir agrégé ou juste être certifié, vous passez un concours, et que vous êtes payé moins que quelqu'un dans le privé ou ailleurs qui aurait le même niveau de diplôme, eh bien finalement, la compétition, ça marche pas. L'élitisme, ils ont joué le jeu, ça n'a pas marché. La méritocratie, ils ont plus joué le jeu, en plus ils sont formés pour enseigner ça et faire tenir les mots avec ça, et ça fonctionne pas non plus. Mais c'était déjà le cas il y a 20 ans, ça. Pourquoi aujourd'hui il y a 20 ans, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Non, il y a 20 ans, quand vous étiez enseignant, vous aviez, par rapport à... Vous étiez mieux payé, en tout cas, ça c'est sûr. Vous étiez mieux payé proportionnellement à ce que gagnaient les autres. Ce qui veut dire que vous aviez accès à ce qu'on appelait avant l'ascenseur social, et qui a permis à toute une classe d'âge de pouvoir accéder à quelque chose que leurs parents ne pouvaient pas avoir accès. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand vous êtes professeur et que vous êtes issu d'une catégorie sociale dont vos parents sont pauvres, en fait, vous avez beaucoup de mal à vous extraire de cette condition. C'est pour ça que je vous dis que le système de croyance global est en train de s'effondrer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre système de croyance en face. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on n'affronte pas le monde tel qu'il est. On continue à réfléchir le monde avec une vision du XXe siècle. Excusez-moi, on est en 2023, ça fait 23 ans que le XXIe siècle est là. Il serait temps de se mettre au boulot. Et justement, est-ce que aussi, ce que vous voyez aujourd'hui dans le gouvernement, et notamment... maintenant, ça devient presque risible. Le nombre de 49.3 qui sont adoptés depuis quelques mois, voire maintenant combien de temps, 1 an, c'est ça à peu près. Eh bien, je ne me trompe pas, j'ai la chance d'avoir un élu en plateau, comme ça je ne fais pas de faute. Quand même, est-ce que vous... En tant que jeune, en tant que Ephraim justement Stracabella, bien sûr, mais en tant que jeune, puisque vous la présentez vous êtes secrétaire national de la voix lycéenne, est-ce que aussi c'est quelque chose qui vous avez l'impression de ne pas être écouté, d'être complètement dépassé, qu'on ne prenne pas évidemment en compte du tout vos envies et les problématiques que vous allez rencontrer, parce que vous n'y êtes pas encore, vous êtes encore lycéen, mais c'est demain. Il faut savoir que ça nous dégoûte un petit peu. Parce que quand on voit que déjà à l'Assemblée ils ne sont pas écoutés, qu'ils utilisent des nombres de 49.3, et puis là maintenant on parle de 47.1, des détournements un peu de la Constitution qui sont proposés par le gouvernement, et on se dit nos élus de la République ne sont pas écoutés. Et nous, ça nous fait mal parce que nous, ça fait depuis que le lycée existe que nous ne sommes pas écoutés. Et là, on commence à s'inquiéter, c'est que eux, au moins députés, ils pouvaient porter une parole, ils avaient la possibilité de porter une parole, et on essayait de collaborer avec eux pour essayer justement qu'ils transmettent la parole la plus juste possible. Mais à partir du moment où ils sont plus écoutés, nous, on est dégoûtés. Parce que nous, ça fait, par la voix des syndicats lycéens, on essaye de communiquer avec le gouvernement. On ne peut pas dire qu'on n'a jamais essayé. On essaye de communiquer avec eux, on ne se fait jamais écouter. Alors, au bout d'un moment, le seul moyen de se faire entendre, c'était de se mobiliser. Et on l'a fait mardi. Mardi, je vous dis, c'était 200 lycées bloqués, c'était 300 lycéens mobilisés. Et ce sera certainement pire, probablement, le samedi 11 février, ce sera certainement pire. Ou mieux, c'est selon du côté... Ah oui, enfin pire dans le sens encore plus important, bien entendu. La situation ne s'arrangera pas, donc forcément que ce sera mieux. Si on en revient à cette idée justement de valeur travail dont je parlais, au départ, en tout cas, on imaginait plutôt la valeur travail, ou en tout cas le travail comme source d'épanouissement. Est-ce que c'est encore un mot qui peut vous parler? Est-ce que ce sont 2 mots antinomiques, ou est-ce que réellement vous vous dites, aujourd'hui, voilà, vous êtes lycéen, par exemple, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous avez des vocations précises, des choses qui vous tentent? Ou est-ce que vous êtes complètement démunis et finalement un peu, Je sais à peu près dans quel domaine je travaillerai, mais il faut savoir que c'est une exception parmi tant d'autres. Aujourd'hui, les lycéens, en fait, on arrive sur un monde des études qui est complètement saturé. Déjà, il faut savoir y arriver. C'est Parcoursup, c'est pas simple. C'est 94 000 lycéens sans affectation après la première phase. C'est un lycéen sur 3 qui se retrouve avec une formation dont il ne voulait pas au début. Donc, arriver au métier que l'on veut à la base, c'est déjà une énorme épreuve. Et puis, une fois qu'on y est, pour continuer ses études avec le nouveau processus qui lance, je sais pas comment ça s'appelle, Parcoursup Master ou quelque chose comme ça. Et là, c'est encore plus de sélectivité. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Je vais vous dire, sur la réforme des lycées aussi, ça a accentué aussi pareil. Parce que la réforme des lycées, qu'est-ce que ça a fait concrètement? Ça a sectorisé les lycées. Quand on a des lycées qui sont de banlieues riches, on va dire, et qui ont toutes les spécialités, toutes les options, et qui peuvent s'ouvrir le plus de nombre de portes possible parce qu'ils ont des professeurs, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et qu'on a d'autres lycées publics, toujours, d'autres lycées qui sont dans des banlieues plus précarisées, et qui n'ont pas le même nombre d'options, qui n'ont pas le même nombre de spécialités, ça ferme des portes, ils n'auront pas le même taux d'accès d'études. L'école devient de plus en plus inégalitaire pour vous? Totalement. Et j'ai l'impression que c'est voulu par le gouvernement. C'est vraiment une réforme pensée. On leur a dit que ça allait sectoriser les lycées. On leur a dit que Parcoursup, c'était inégalitaire. Et ils le font quand même, et ils l'ont continué. Est-ce qu'on peut dire que c'est voulu par le gouvernement, réellement? Un gouvernement peut vouloir ça pour son pays?
Ce qu'il veut, en tout cas, monsieur, c'est une sélection. Donc la sélection aujourd'hui au niveau scolaire ne se fait pas par rapport au travail. Ce n'est pas vrai. Parce que vous avez des élèves qui vont travailler énormément, mais qui ne vont pas forcément être, entre guillemets, récompensés par le système académique. Parce qu'il y a des déterminismes dans tout ça. Donc, la méritocratie n'existe pas, ou plus. Elle n'existe pas de la même façon pour tout le monde. C'est ça le problème qu'il y a. La crise de sens sur le travail, elle est aussi là. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de valeurs marchandes, on en parlait tout à l'heure, évidemment, est-ce qu'on peut continuer à s'accommoder d'une société ? En plus, moi, je suis un footeux, je tiens le PSG, il n'y a pas de problème. Mais je trouve quand même bizarre qu'on paye un footballeur des millions d'euros et qu'on paye 1 800 € brut une infirmière. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à un moment donné. Donc tout ça, c'est cette détection des talents dans les milieux dans lesquels... structurellement, ce n'est pas évident qu'on est dans la reproduction sociale des élites pour aller très vite, d'une certaine façon, on détecte les talents et ça permet de justifier un système. Donc oui, ce système-là est volontaire. Il est structuré comme ça, dans le service public, évidemment, parce que tout le monde ne va pas à Louis-le-Grand, tout le monde ne va pas à Henri IV, ce n'est pas vrai. Tout le monde ne fait pas Polytechnique, tout le monde ne fait pas l'ENA. Je parle des écoles publiques, évidemment. Bien sûr. Mais pour celles et ceux, d'ailleurs, qui ne trouvent pas leur compte en ayant les moyens de pouvoir passer les échelons de l'académisme public, il y a le privé. Et aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, à Paris, là où je suis député, il y a plus de 35% des élèves qui vont dans le privé et que, notamment celles qui font recette aujourd'hui, ce sont les écoles privées hors contrat avec l'État. Donc on voit bien que ceux qui ne trouvent pas leur compte dans le service public, ils vont vers le privé parce qu'on est en train de précariser le service public. On est en train de précariser et d'affaiblir ce qui est le sens de l'intérêt général, ce qui est le sens de l'universalisme. On accueille tous les enfants à l'école publique. Donc quand le travail, la valeur du travail ne se fait plus dans le sens collectif et de l'intérêt général, on va vers l'intérêt particulier, sauf qu'on sait aujourd'hui, 200 ans, voire plus de l'écriture d'Adam Smith et tous ces théoriciens économiques, que la somme des intérêts individuels, ça ne fait pas de l'intérêt général. Et qu'on se sert de l'intérêt général pour défendre des intérêts individuels qui, eux, sont contraires à l'intérêt général. Et là, on est là-dedans. Mais là, on en vient quand même à quelque chose de dramatique parce qu'on est très heureux, évidemment, de vous avoir sur ce plateau, mais on vous sent vraiment pas démunis, plutôt battants, mais quand même assez fataliste par rapport à la réalité. Et je me dis, comment est-ce possible que, sans avoir commencé à travailler, vous avez presque déjà envie d'arrêter, finalement ? Mais ça, c'est une conséquence d'un marché du travail saturé, des conditions de travail qui se dégradent. Et la réforme des retraites, en fait, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand on entend que la plupart des critères de pénibilité seront supprimés, qu'on va travailler plus longtemps. Et il faut savoir que ça impacte aussi, la réforme des retraites, c'est avant tout une affaire de jeunesse. Parce qu'en repoussant dans l'âge de la retraite, ça sature le marché du travail. Ça augmente le chômage. Aujourd'hui, c'est 1 jeune sur 5 qui sont touchés par le chômage. Les jeunes, c'est la catégorie qui est touchée le plus par le chômage. Et la réforme des retraites l'augmentera. Et nous, en fait, ça nous fait mal déjà de voir nos parents, nos grands-parents souffrir au travail et se retrouver avec une retraite de misère, 500, 600 €. Moi, je peux vous le dire en connaissance de cause. J'ai des gens dans ma famille qui touchent 600 € de retraite et qui arrivent à se débrouiller avec ça. Mais c'est pas de la débrouillardise, c'est plus vivre. Ils ne font que survivre. Et moi, j'ai pas envie que ça m'arrive à moi, j'ai pas envie que ça nous arrive à nos parents. Alors non, on n'est pas fataliste. On se battra justement pour que ce soit un système plus juste. On se battra contre toutes les réformes injustes et injustifiées qui seront prises par le gouvernement s'ils les en prennent. Et on se battra justement pour que nous, lycéens, nous jeunes, on soit plus entendus dans cette société qui ne veut plus nous entendre. Alors, dans une société qui veut plus nous entendre, évidemment, ceux qui sont pour cette réforme disent que quand même, il faut faire quelque chose car l'évolution de la démographie fait qu'il faut repenser le système, le nombre d'actifs aussi, mais vous le dites, effectivement, il y a beaucoup de chômeurs, donc peut-être qu'il faudrait faire un système de vases communicants, mais enfin, voilà, en tout cas, travailler est donc essentiel, et travailler même plus, d'ailleurs, même on le voit dans l'enseignement, Pape Ndiaye a redit qu'il fallait que les enseignants travaillent plus pour qu'ils gagnent plus, qu'on en revient toujours à ce système-là. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour que, à la fois, le système fonctionne, que ce système... Alors, on ne trouvera peut-être pas la réponse tous les trois ici, mais enfin, on peut y réfléchir ensemble. C'est-à-dire se dire, ce système des retraites, on est contre, on se dit qu'on veut avoir une belle vie, mais en même temps, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Comment on fait ? Déjà, faut être dans le siècle. Par exemple, moi j'étais en commission des affaires sociales hier. Il y a eu un amendement qui a été déposé pour augmenter la taxe sur les robots, sur l'automatisation en fait, du travail. La réponse est non, avec une alliance entre les députés de Macron et ceux du Rassemblement national. Ouais. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait des gains de productivité, c'est-à-dire libérer du temps de travail pour faire autre chose, en fait,
On ne veut pas taxer les choses parce qu'on préfère gagner de l'argent. On peut faire de la croissance. Voilà. Mais moi, je dis que les gens qu'on n'est pas obligé de mettre derrière une chaîne de production, ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Il y en a qui sont dans les associations. Moi, j'étais président d'une fédération de parents d'élèves. Je peux vous dire que les gens, c'est pas une question de salaire. Ils y mettent leur cœur pour prendre soin des enfants. Donc, vous voyez, c'est tout ce temps qu'on libère. Parce que la technologie permet de ne pas être à la chaîne, de ne pas être dans le commerce, etc. Mais c'est des gens ils ont une utilité sociale. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de mesurer la valeur du travail par un salaire, elle a vécu. Il faut aujourd'hui mesurer la valeur d'un travail par rapport à l'utilité sociale que ça a. Et même les grands-parents là, qui sont à la retraite, quand ils sont dans les quartiers, dans les arrondissements partout, qui sont en train de surveiller les mômes à la sortie de l'école, ils ont du lien social, qui sont dans les associations, etc. Mais tous ces gens, il faut leur donner un revenu. Il faut leur donner un revenu minimum qui est pas la misère qu'on leur donne, surtout quand ils n'ont pas cotisé, et en particulier les femmes. Qui sont les plus grandes perdantes de ce qu'il y a de mettre en œuvre, ces gens il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, moi, je regrette que la taxe sur les robots n'ait pas été mise parce que c'est de l'argent qu'on aurait mobilisé avec le gain de la productivité grâce à la technologie qui aurait permis finalement de libérer des gens et les rendre utiles, ou en tout cas de leur permettre d'être utiles socialement, autrement qu'en étant derrière une caisse ou dans une chaîne de production. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui c'est de ça dont on est malade aujourd'hui. C'est que quand on fait des gains de productivité avec la technologie, en fait, ça permet non pas de redistribuer dans l'intérêt général au plus grand nombre, mais pour enrichir une minorité. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on voit bien que ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus parce que ça rend les gens malades, ça rend les gens malheureux, et ça, finalement, ça délite le lien social parce qu'y compris, on va arriver à opposer les générations. Moi, si j'étais môme à son âge, franchement, à mes parents, je leur dirais, mais c'est quoi cette poubelle que vous nous donnez, là? C'est pas sérieux. C'est ce qu'ils disent. Clairement. Et je vais même vous donner une anecdote. Quand les lycéens se sont mobilisés pour les marches pour le climat dans le précédent quinquennat, la réponse du ministre à l'époque, c'était de leur mettre un 0 et d'avoir des conseils de discipline pour les punir parce qu'ils allaient manifester pour le climat. Et on a dû intervenir en tant que parents. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Gabriel Attal avec Brune Poirson à l'époque sont descendus au Panthéon pour les soutenir parce qu'il y avait un problème d'orgueil. Mais il n'y a pas de question d'orgueil à écouter les mômes. Moi, je pense qu'il faut les écouter parce que, en l'occurrence, ils ont un temps d'avance. Ils ont un temps d'avance sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'on leur fait subir. Et finalement, si on ne prend pas soin d'eux aujourd'hui quand ils sont jeunes, il ne faut pas s'attendre à qu'ils prennent soin de nous quand on sera vieux. Et moi, j'espère quand même qu'ils le feront. Vous inquiétez pas. Mais c'est vrai, rassurez-moi, Ephraim, s'il vous plaît, ce sera le caméléon. On ne sera pas tout seul. Non, mais dernière question, parce que effectivement, quand on parle encore une fois, j'étais bien. L'idée, c'est de parler de la valeur travail, puisque c'est des mots qui reviennent tout le temps, en permanence. Voilà, c'est ça. On parle que de ça. Donc, je voudrais revenir. On a parlé effectivement du côté économique, du côté social, de la pénibilité. Juste par rapport à cette idée d'insertion. Le travail, c'est aussi une insertion sociale. C'est-à-dire que se dire à un moment, aujourd'hui, je travaille pas, j'ai plus envie de travailler, ou en tout cas c'est trop pénible et je ne comprends pas et je veux travailler moins. Il y a l'éloge de la paresse qui a été faite par Sandrine Rousseau. Est-ce qu'on peut redire à quel point aussi... Enfin, c'est un livre avant elle. Hein. Oui, tout à fait, c'est un livre avant elle, exactement, tout à fait. Est-ce qu'on peut redire à quel point aussi le travail amène aussi ça, l'insertion, l'insertion pour tous ces jeunes et pour tous ceux qui ont justement pas forcément les possibilités, les mêmes chances de réussite sociale? Vous avez une évolution en fait au fil des siècles. Pour ça, je dis vivre avec son temps, c'est aussi prendre compte de cette évolution-là. À l'époque, quand je parle notamment au 19e siècle, quand tout le monde allait à l'usine, il y avait une conscience qu'on appelle une conscience de classe qui s'élaborait. Mais c'était valable aussi dans les bureaux pour les employés, etc. Donc c'est pas forcément cette vision de la classe ouvrière en bleu de travail, etc. Même si ça existait. C'est-à-dire que les gens se retrouvaient dans un même lieu pour réfléchir finalement à leurs conditions et ils se rendaient compte que ce qu'ils vivaient était quasi identique à ce que vivait la personne qui travaille avec lui. Et donc, les problèmes qu'il rencontrait amenaient à une réflexion collective et des solutions partagées. Aujourd'hui, notamment avec l'avènement du numérique et toutes ces questions où on éclate en fait le travail en termes de choses concrètes, fait qu'on a l'impression que ce que je m'y vois n'a rien à voir avec ce que vit l'autre. Et en fait, c'est le contraire qui est en train de se produire. En fait, la question des interdépendances s'accélère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on dit qu'il faut aller sur tout l'électrique, il faut avoir conscience que, par exemple, en ce moment, en Argentine, il y a la France qui exploite avec des entreprises en mode holding le lithium en Argentine, dans le désert d'Atacama, dans le triangle Argentine-Bolivie-Chili, et qui ne paye que 3% de la richesse de ce qu'ils exploitent. C'est à ce prix-là qu'on roule à l'électrique. Et il y a des gens qui se mobilisent contre ça.
à l'autre bout de la planète. Mais ceux-là, on les met en prison parce que finalement, ils contreviennent à un modèle économique. C'est-à-dire que ce que disait Rousseau finalement, à quel prix nous mangeons du sucre à l'époque, et ben aujourd'hui, rouler en électrique, ça veut dire qu'on est en train d'exploiter des gens à l'autre bout de la planète et que le pas cher, ça n'existe pas. Le pas cher, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir pour que nous ayons notre niveau de vie. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui de créer du commun, c'est précisément, et les jeunes ont conscience de ça, c'est qu'on est sur une même planète et que cette conscience, elle doit s'apprendre et qu'elle se traduit inévitablement dans la réforme des retraites. Il ne peut pas y avoir des gagnants et des perdants, on doit tous y gagner. Et aujourd'hui, on se rend compte que les grands perdants sont précisément ceux qui cotisent pour la financer. Vous avez le dernier mot de fin. Je suis désolée, on n'a plus le temps malheureusement. Mais merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Rodrigo Arenas, député NUPES de Paris, et Ephraim Stralka-Belleuil. Merci beaucoup d'être venu pour la première fois sur le plateau du Grand JT. J'espère que vous reviendrez. J'espère aussi. Et on parlera, voilà, exactement. Manifestez-vous puisque vous avez envie de le faire. Secrétaire national de la voie lycéenne. On parlera justement de toutes les réformes à venir, car il y en a plusieurs encore et encore, notamment dans l'éducation. Exactement, merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature, jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT de l'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis particulièrement ravie de recevoir Cacre en plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Votre vrai prénom et nom, c'est Patrick Lamassoure. Votre nom de scène, si je puis dire, c'est comme ça, un nom d'artiste. Cac, c'est comme ça que vous signez vos dessins de presse. On peut notamment vous retrouver dans le journal L'Opinion. On va voir des dessins apparaître tout au long de nos conversations. Mais aujourd'hui, c'est en tant que président de l'association Cartooning for Peace que vous venez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Cartooning for Peace, c'est un réseau de dessinateurs de presse engagés, un réseau international. Combien de pays représentés ? Presque 80 maintenant pays. Ah oui, quand même. Pour à peu près 300 dessinateurs. 300 dessinateurs. Donc, créé en 2006, à la suite de réactions sanglantes face à la publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois. On se souvient bien sûr des attentats de Charlie, dans la tête de tout le monde, de l'esprit de tout le monde. En tout cas, je l'espère, parce qu'il ne faut pas oublier. C'était en 2015. Comment vous vous situez par rapport à ce projet ? À quel moment vous êtes entré dans ce projet et pourquoi l'avoir pensé ? Les expositions, le projet des expositions. Alors d'abord, il faut savoir que ça fait partie des 3 missions de base de Cartooning for Peace, les expositions, puisque, pour résumer, on fait la mise en avant du dessin de presse, et donc ça passe par des expositions, des conférences, des tas de choses qu'on peut faire comme ça. Nous faisons des ateliers dans les lieux d'éducation et dans les lieux de détention,
donc école, collège, lycée, lieu de détention, sur la base du dessin de presse pour parler liberté d'expression, droits de l'homme, égalité, etc. Et nous accompagnons les dessinateurs menacés, quel que soit le pays dans le monde dans lequel ça se trouve. Donc depuis 15 ans, 16 ans que l'association, du temps de Plantu, qui est encore président d'honneur, mais qui a créé et présidé cette association pendant longtemps, elle a toujours fait des expositions sur tous les thèmes qui sont connexes à ce dont je viens de parler. Et donc là, en l'occurrence, sur à la fois Dessine-moi l'égalité des genres et la seconde exposition Cartooning for Women, ça fait un moment qu'on travaille ce sujet. On publie aussi des livres. On avait déjà publié un livre il y a longtemps, préfacé par Elisabeth Badinter, qui s'appelait Place aux femmes. On a republié un livre il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle En avant toutes, préfacé par Laure Edler, et qui était déjà sur ces thématiques. Et la suite logique, dès qu'on fait des livres, c'est d'avoir des expositions pour pouvoir montrer au public, et en particulier montrer dans des lieux qui sortent un petit peu, on va dire, des musées classiques ou des lieux qui ne montreraient que du dessin de presse. Donc en l'occurrence, en ce moment, ces 2 expositions sont au centre Paris-Anime Jacques Bravo. Et donc nous y sommes très attachés parce que c'est évidemment un thème que nous travaillons depuis très longtemps, mais qui depuis 5 ans maintenant, en particulier avec le mouvement MeToo, la place des femmes, l'égalité des genres, est un thème qui est parmi les plus importants que nous travaillons à Cartooning for Peace. Alors, un des thèmes les plus importants, tout à l'heure, j'évoquais évidemment les caricatures de Mahomet. Le rapport à l'éducation est tout trouvé, puisqu'on est sur une chaîne consacrée à l'éducation. En France, dans les salles de classe, certains profs ont du mal à enseigner certaines périodes de l'histoire, à enseigner aussi ce qu'on appelle l'EMC, l'éducation morale et civique, de parler de civisme tout simplement. Montrer des caricatures de Mahomet a été fatal à Samuel Paty. Comment est-ce qu'on peut croire encore que les choses sont... comment, déjà, en étant arrivés là, et est-ce que, par le dessin de presse, vous vous rendez compte que les choses évoluent, dans le bon sens, dans le mauvais sens d'ailleurs, et... Quand on fait à chaque fois qu'on fait des ateliers, presque à chaque fois, quand on est face à un public difficile, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a des lieux où les publics sont plus difficiles, il y a des établissements ou des quartiers. Donc là, je suis spécifiquement sur la question de notamment laïcité, oui. Relation à la religion, bien entendu. Sur les autres sujets, on se fait moins accrocher. On remarque très souvent quand même un changement d'attitude des élèves. Entre le début de l'atelier, notamment quand on commence à arriver sur ce sujet, la religion au sens large, puis assez rapidement on est sur l'islam, et là ça cogne un petit peu, et la fin de l'atelier où le fait d'avoir, c'est notre but quand on fait ces ateliers, pas uniquement libérer la parole, parce que souvent elle est assez libérée, peut-être un peu trop par moment, mais aussi libérer l'écoute, c'est-à-dire le fait de faire participer l'ensemble des élèves à une classe, et donc de créer les conditions d'un débat, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille nous. On ne cherche pas à faire infuser nos idées telles qu'elles sont, mais plutôt à ce que les jeunes, ensemble, en discutant, partagent leurs propres idées, leurs propres points de vue. Et ils ne sont pas réticents à cela, au contraire. Non, alors certains sont réticents à s'exprimer eux-mêmes. Très souvent, ceux qui sont un peu dominés parce que c'est pas les leaders d'opinion, c'est pas les grandes gueules, c'est pas ceux qui parlent le plus fort. Donc on fait tout ce travail en créant des petits groupes, des sous-groupes, en demandant si quelqu'un a quelque chose à répondre à l'élève. On crée les conditions d'un dialogue. C'est pas nous qui, encore une fois, cherchons à, de manière verticale, donner un savoir. Et on se rend compte que le fait de confronter leur point de vue, ça déstabilise un petit peu ceux qui ont des idées un peu arrêtées, un peu reçues, parce qu'ils sont obligés de commencer à se dire, il y en a d'autres qui pensent différemment de moi, et de comprendre le cheminement de pensée qui les amène à ces idées-là. De la même manière que ceux qui sont un peu radicaux, d'essayer de comprendre aussi leur cheminement de pensée et comment ils en sont arrivés là, ça nous aide à établir un dialogue et à mettre un petit peu de compréhension et de tolérance dans tout ça. Vous dites la peur et le rire, ce n'est pas compatible. Ben non. Ben non, évidemment. La première chose qu'un tyran, je prends un mot symbolique, mais on va dire un chef d'État, un dirigeant trop autoritaire va vouloir combattre, à part l'information, c'est évidemment votre travail à vous, les journalistes, et le mien. Et le vôtre. Ça, ils vont vouloir le combattre, parce que c'est des gens qui vous donnent des vraies informations, donc tant qu'à faire, on va essayer de les éliminer. Mais c'est aussi ceux qui vous font rire. Et alors le dessinateur de presse, il a un gros tort, il fait les deux. Il travaille sur l'information et en plus il essaye de faire rire. Et pourquoi c'est l'ennemi de la peur ? Vous pouvez faire l'exercice, si à un moment donné il y a quelque chose qui vous impressionne, essayez de l'imaginer, notamment un personnage, essayez de l'imaginer en situation ridicule, vous allez éclater de rire, ça dédramatise un peu, c'est la fameuse anecdote des chirurgiens qui se racontent des blagues pendant qu'ils opèrent, le rire déstresse, détend et permet de mettre les choses un petit peu à distance. Et évidemment ça fait descendre de leur piédestal tout ce qui est sacré. On en parlait avec la religion. Donc évidemment, le rire est clairement l'ennemi de la peur, ce qui explique, nous on le voit, dans tous les pays où les régimes commencent à se durcir, la première cible, à part la presse encore une fois directement, la première cible ça va être le dessinateur ou la dessinatrice de presse, parce qu'il informe et qu'il distrait. Ce qui est assez incroyable avec le dessin de presse, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde quasiment tout numérique, et pourtant, la plume
le verbe, les formes, les couleurs continuent à avoir un impact incroyable sur les gens. Comment vous expliquez que le dessin continue de traverser comme ça et continue surtout de nous passer des messages beaucoup plus marquants que ce qu'on peut trouver en 3D ou etc. Quel regard portez là-dessus ? Alors, d'abord, je pense qu'il y a une raison de type de contenu, c'est-à-dire qu'on voit bien que les contenus écrits, les lettres qu'il faut lire, qui s'enchaînent, ces longues phrases. C'est trop. C'est trop long. C'est pas le truc le plus tendance du moment. Hein. Ça, je travaille pour un journal de presse écrite, y compris papier, puisque l'opinion sort en kiosque. Mais évidemment, dès sa création, le fondateur Nicolas Bétou a prévu une version numérique, a prévu que les journalistes feraient des vidéos. Donc maintenant, le journaliste de presse écrite fait aussi des vidéos, voire même des podcasts. Donc on a été obligé de se mettre à d'autres modes de diffusion. Alors le dessin avait l'avantage, c'est pas lui, c'est pas grâce à lui, c'est comme ça s'est trouvé comme ça, qu'il est d'abord essentiellement graphique, il y a peu de texte à lire. Et il est assimilable en quelques secondes. C'est le but, en tout cas, c'est le travail qu'on essaye de faire. Et chez les jeunes, donc, à l'ère de TikTok, ça claque d'un coup, en fait, c'est ça. Oui, à l'ère de TikTok, mais aussi à l'ère des BD et des mangas qui cartonnent, qui n'ont jamais autant cartonné. Oui. D'abord, alors c'est viral, du coup. C'est-à-dire qu'un dessin qu'on peut comprendre rapidement, par ailleurs, le dessin de presse, le dessin éditorial, celui qui couvre l'actualité, souvent, il essaye de vous déstabiliser un petit peu, de vous faire réfléchir différemment, parfois même de vous choquer. Et donc ça aussi, on voit bien sur les réseaux sociaux, tout ce qui est clivant a tendance à mieux circuler que ce qui est bien pensant, sympathique et mesuré. Le dessin de presse est rarement mesuré. Et donc, tous ces éléments font que je trouve effectivement qu'il circule beaucoup. Et puis après, on a eu cette publicité pour des raisons absolument dramatiques. Mais on a eu aussi cette publicité qui a été faite à ce métier, qui était en train un peu d'être mis dans l'ombre il y a quelques années, avec les massacres de Charlie Hebdo, et qui font que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que c'est pas une création graphique comme les autres, qui vient s'ajouter à la longue liste magnifique de toutes les créations d'art plastique. C'est un art très particulier qui mélange humour, journalisme et donc dessin. Et je pense que ça aussi, ça fait que les gens y sont, alors parfois négativement, parfois positivement, mais ils y sont un peu plus sensibles, sans doute. Bien entendu. On parlait des expositions donc, qui sont à l'honneur, en l'occurrence Cartooning for Women, donc la place des femmes. Comment elle est perçue justement chez les collégiens ou lycéens que vous rencontrez ? Est-ce qu'aujourd'hui, parler de la place des femmes, ça devient quelque chose un peu rébarbatif parce qu'ils en ont un peu marre, la théorie du genre, etc. et tout, ou encore, ils sont à l'écoute et plutôt clients ? C'est très contrasté, en réalité. C'est très contrasté. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie des nouvelles générations qui ont beaucoup d'avance sur la nôtre, oui. Très longtemps, quand j'avais leur âge, qui sont plus en avance que nous. Ils ont déjà compris à intégrer des concepts, etc. Mais c'est pas vrai, d'ailleurs, ça n'est pas vrai uniquement sur le rapport homme-femme, l'égalité des genres. Ça peut être aussi, par exemple, sur le racisme. On voit bien, notamment grâce à la mixité sociale dans beaucoup de quartiers, on voit bien que chez beaucoup de jeunes, il y a plus ce regard que s'il n'est pas de la même couleur que moi, ou si son nom de famille sonne un peu bizarre, donc il n'est pas français. Ce qui, pour ma génération, pouvait être le cas. Quelqu'un qui n'avait pas un nom français, a priori, n'était pas français. Bah là, non. Maintenant, aujourd'hui, heureusement, tout ça s'est mélangé. Heureusement, oui. Plus préjugé en raison de l'aspect physique ou du patronyme de quelqu'un, du fait qu'il nous appartient, il appartient à la même communauté que nous, etc. Donc, ils ont de l'avance là-dessus. Mais vous avez aussi, comme il y a aussi une résurgence, dans certains cas, de traditions, alors qui peuvent être religieuses, qui peuvent être familiales, et qui sont encore très paternalistes, pour pas dire patriarcales, il y a encore parfois, notamment à cause de la religion, pas uniquement l'islam, hein, quand les religions sont pratiquées de manière intègre, elles donnent toutes une place à la femme qui n'est pas forcément valorisante. Il y a un travail à faire, et j'ai presque envie de dire à refaire, pour faire ce travail. Et notamment dans les deux expositions, il y a effectivement Cartooning for Women, qui est une exposition de quelques dessins spécifiquement sur les femmes, mais Dessine-moi l'égalité des genres, qui est aussi une exposition qui a été conçue avec énormément de textes, à vocation pédagogique, qui en fait est issue d'un dialogue permanent qu'on a, nous, avec les enseignants, et qui nous ont dit qu'ils avaient vraiment besoin de matière. Le dessin de presse est très pratique. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il fait réagir les jeunes plus rapidement, qu'ils avaient besoin de matière pour pouvoir travailler cette question des genres ensemble. Et donc cette expo a été conçue, les textes ont été écrits par Khada Hatem, qui est donc une obstétricienne, gynécologue très connue, mais créatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Et elle a fait des textes assez engagés. C'est-à-dire que nous, souvent à Cartooning, on essaye d'avoir des textes un peu posés, calmes. Vous voulez dire que vous-même, vous étiez choqué ? Objectivement, choqué, non. J'ai même été très agréablement surpris quand j'ai découvert l'exposition préparée par l'équipe avec Khada Hatem, parce que les textes sont un peu plus engagés que d'habitude. Il y a des vraies prises de position, mais c'est vrai que sur un sujet comme ça, quand vous êtes sur, je sais pas, l'immigration, les flux, les partages des richesses, il y a plein de statistiques à donner, il y a plein de choses comme ça, on va dire des faits. Oui. Objectifs. Quand vous êtes sur l'égalité des genres, bon, il y a quelques chiffres, des chiffres dramatiques évidemment sur les violences conjugales par exemple,
Mais c'est plus des mots en fait, des mots, oui, c'est des mots, MOTS. c'est des concepts, et puis c'est des prises de position, c'est de dire qu'on va considérer que l'égalité se fait comme ci, que la liberté c'est ça, que les femmes doivent disposer de leur corps, c'est aussi des partis pris, pas toujours évident à prendre aujourd'hui. Et je pense que cette exposition peut vraiment, elle va vraiment provoquer à mon avis des dialogues et des débats dans les écoles. Et alors c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, en fait, c'est ce qui va se passer, j'imagine. Vous imaginez les dialogues qui vont se créer sur place, et donc la suite, vous parliez de vidéos par exemple que l'on demande aux dessinateurs de presse maintenant, c'est aussi une façon de pouvoir créer le lien entre journalistes, lycéens, collégiens, enseignants et tous ceux qui font la société en fait. Il y a toujours, vous avez raison, il y a toujours dans les ateliers qu'on prépare nous, un rapport directement avec la presse. C'est-à-dire qu'on pourrait dire c'est du dessin et on parle du genre, quel rapport avec la presse, mais c'est du dessin de presse. Et donc très souvent d'ailleurs je m'en rends compte dans ces ateliers, quand on commence à parler avec les jeunes, mais c'est aussi vrai dans les lieux de détention, une partie de l'atelier est consacrée au sujet qui n'était pas le sujet du jour, qui est en fait la presse et l'information, et comment ils s'informent. Et la désinformation, et les fake news, et comment lire. C'est ce que je sous-entendais. Et en fait, ça va très bien ensemble, parce que je disais tout à l'heure, il y a des informations objectives qu'on peut donner sur certaines thématiques, y compris sur les thématiques des genres, mais objectives aujourd'hui, avec l'ensemble de la désinformation qui circule sur des tas de sites, qu'est-ce que ça finit par dire objectif? Donc on est obligé de travailler avec eux, de leur dire qu'est-ce que c'est un journaliste professionnel, qu'est-ce que c'est un fait par rapport à une opinion, et on fait ce travail aussi, et qui lui aussi, j'ai presque envie de dire, c'est un nouveau sujet qui s'est rajouté aux démarches pédagogiques qu'on doit faire. On doit en plus de tout ce dont on parlait déjà, reparler avec eux, qu'est-ce que ça veut dire s'informer, qu'est-ce que c'est qu'un journal, qu'est-ce que c'est une chaîne de télévision. C'est essentiel. Etc. Et ça l'est pour nous aujourd'hui, où on se le dit tous les jours encore, d'ailleurs, hein, où on doit nous-mêmes se préserver justement de la désinformation. Merci mille fois, Patrick Lamassoure, alias CAC, d'être venu avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc les expositions à voir. Vous êtes donc président de l'association Cartooning for Peace, et 2 expos, Dessine-moi l'égalité des genres et Cartooning for Women, jusqu'au 10 février, j'ai les bonnes dates? Jusqu'au 10 février, voilà. Paris Anime Jacques Bravo. Pareil, Anime Jacques Bravo, c'est dans le 9e à Paris. Si on n'est pas à Paris et qu'on veut le voir, il y a un site, j'imagine. Sur le site de Cartooning for Peace, vous pouvez retrouver les expositions, les kits pédagogiques pour les enseignants. On a même lancé un nouveau site l'an dernier pour les enseignants, Dessin de presse et liberté fondamentale, qui leur permet d'avoir énormément de matière, de dessin et des exemples d'exercices à faire avec les élèves. En préparant, alors ils peuvent le faire de leur côté, ou pour préparer un atelier qu'on irait ensuite faire nous avec les dessinateurs et dessinatrices dans le lieu d'enseignement. Le rêve, voilà, l'appel est lancé. Merci mille fois. Je crois que c'est à vous, cher Loïc, oui, avec votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Merci, CAC. Merci. Loïc, aujourd'hui, vous allez faire la lumière sur un nouveau mot qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans les collèges et les lycées. Kwakubé. Qu'est-ce que c'est encore ça? Alors, pardon, je vous corrige juste, il faut bien dire Kwakubé. Il faut pousser un peu sur le H. Voyez-vous, c'est comme chè. Madame? Oui? Vous avez vu le truc qu'il y avait là-bas, là, non? Kwakubé. Kwakubé, donc, néologisme adolescent. Ah non, pardon, Kwakubé. Ouais, Kwakubé, effectivement, qui rend complètement fou les profs et les parents de la France entière, voire même de tout le monde francophone, et qui nous vient de TikTok. Ce monde numérique, parallèle, incroyable, où on trouve tout et surtout n'importe quoi. Et à l'origine de ce mot, il y a un jeune homme qui s'appelle Kamsko Lavache, 203 600 abonnés quand même, et qui s'est filmé ces dernières semaines en train de faire des pranks à ses profs, mais aussi à sa famille, à ses amis. En train de faire des quoi? Alors, des pranks. Des pranks, c'est veut dire tendre des pièges, en réalité. Voilà, regardez ce que ça donne, vous allez voir. C'est un bizarre. Toi, des fois, non, Rookie. T'as dit quoi? Kwakubé, il s'est dit. Non, mais j'ai dit attends, toi, Belouchim. Tu m'as dit quoi? Kwakubé disait l'idée en dormant une idée des fentes de corps de Alfonso Davis, Bayern de Munich. Voilà, t'as dit, ça commence à m'énerver, la personne maintenant, toi, non, des fois, non? T'as dit quoi? Kwakubé disait l'idée en dormant indigné. Allez, bisous! Bon, alors c'est quoi le principe de ces pranks, que je comprenne? Très clairement, c'est de baragouiner quelque chose de complètement incompréhensible. Comme ça, la personne en face dit quoi, et nous on répond Kwakubé. Donc voilà. Si je dis pardon en français, alors, ça marche pas. Alors ça va venir après, vous allez voir. Mais c'est un peu à notre époque, nous on disait quoi, feur. Voilà. Vous voyez mon petit garçon qui a 6 ans. Enfin vous, parce que moi je faisais pas ça. Si vous le faisiez, arrêtez. Mon petit garçon en ce moment, il aime bien me faire dire oui. Comme ça, il répond fi.
Wi-Fi. Voilà, c'est génial, c'est le même principe. Sauf que sur TikTok, tout est viral. Et donc, le hashtag Kwakubé a généré près de 20 millions de vues en quelques semaines. Et ce jeu, en fait, de se filmer en classe en train de dire n'importe quoi à ses profs pour qu'ils répondent quoi, est devenu quotidien. Et il a d'ailleurs été repris dans différentes émissions télé, comme ici dans Touche pas à mon poste sur C8, où le public est hilar lorsqu'un chroniqueur piège Cyril Hanouna. Et alors, figurez-vous qu'il a même été adapté depuis en paroles de chansons. Pauvre, on t'a tellement rendu fou avec Kwakubé que t'en as fait un son. Elle me demande à quoi je réponds quoi couper quand je suis ganté. Full up d'instru j'ai découpé. Y'a pas le temps pour toi poupée. Bitch va t'occuper. Le bitch veut découpler, veut s'accoupler. Dis-moi t'es free y'a quoi y'a quoi couper. Alors au passage, j'adore ce son. Franchement, je trouve que l'instru est ouf. Bref, imaginez quand même la caisse de résonance que ça fait et le calvaire que les profs vivent tous les jours avec ça. Mais attendez, ce mot, il veut dire quelque chose ou pas? Absolument rien du tout. Non, rien du tout. Ça n'a aucune signification. En fait, c'est un piège qui se referme sur la personne qui dit quoi. C'est tout. Parce que le gars qui dit Kwakubé, il a absolument aucune envie de créer la discussion, ni même de la poursuivre. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc, il lâche son Kwakubé, le piège se referme, pof, c'est fini, merci, au revoir. Et alors, il y a un deuxième mot, j'ai appris, c'est... Apagnaï. Apagnaï. Il faut le dire un peu comme ça, apagnaï. Donc ça, c'est quand quelqu'un nous dit un, et ben on répond apagnaï. Voilà. Pour une personne qui répond ou, on dit Upamecano, du nom du défenseur de l'équipe de France de foot. Quand on répond qui, les ados répondent Kikiriki. Voilà. Et si on répond comment, eh bien, ils disent commandant de bord. Voilà. Puisque c'est ce que dit, en fait, le fameux Kamsko Lavage dans ses vidéos. Ça sert à rien. C'est pas très intelligent, mais comme on dit, il faut bien que jeunesse se passe. Donc voilà. En plus, ça va être bientôt balayé par un autre buzz. Oui, c'est ça, dans une semaine, il y aura autre chose. Oui, quoi. probablement autre chose. Mais en attendant, franchement, je souhaite beaucoup de patience et de force intérieure à tous les profs qui vivent ça tous les jours et qui, en plus, se font filmer à leur insu et sont mis sur les réseaux sociaux. Et ça, je rappelle quand même à tous les élèves qui nous regardent que ça ne se fait pas de filmer quelqu'un à son insu et de le mettre ensuite sur les réseaux sociaux, surtout si on se moque de lui et surtout si c'est un prof qui fait quand même beaucoup d'heures et qui fait beaucoup pour vous instruire. Voilà, bande de nouilles. Très bien, ça c'est le papa qui parle là, tout d'un coup on le sent nerveux. Bon bah oui effectivement, non, on pense, moi je pense surtout à ses copains, hein, que ça ne fait pas rire, oui. Aussi, parce qu'au bout d'un moment, au bout du 20e Kwakubé de la journée, je sais pas. C'est un peu chiant. C'est comme les blagues lourdes de Loïc Landreau. Oh Non, c'est moche. Merci beaucoup. C'est moche. Bon allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans son bien d'écolier. Et cette semaine, eh bien, elle reçoit Mélanie Page. Le théâtre, la comédie, ça arrive à quel âge? Assez tôt, en fait, j'ai fait beaucoup de danse. Ouais. Donc j'étais en horaire aménagé. À partir de quel âge? À partir de la 6e du collège. Donc je faisais 15 heures de danse par semaine. Ok, tu les mettais à quel moment? Le matin, tous les matins, 3 heures tous les matins. Avant d'aller au collège. Ouais. Tu commençais très tôt tes journées? Non, de 9h à midi. Et puis après, à 12h50, je commençais le collège. Ah, donc pas beaucoup de temps pour manger. En fait. Ouais. Mais du coup, toute une matinée en fait où nous on allait apprendre des matières classiques. Exactement. Alors en fait, tout l'après-midi. Exactement. Et surtout, on faisait le même programme. Mais vous étiez moins nombreux? On était 20. Mais le même programme, en fait, c'est des cours de 50 minutes au lieu d'1 heure, mais on ne perd pas de temps, parce que finalement, les cours d'1 heure dans les collèges normaux, le temps que les élèves se mettent en route, machin, c'est pareil. Et efficace, et en fait, exactement le même programme à la fin de l'année. On ne faisait pas de sport, en revanche. Donc, t'avais déjà tous les matins. Voilà. Ouais. On ne faisait pas de dessin non plus, je crois. Mais sinon, on avait un niveau de dingue, en plus. Moi, tout le monde a eu le bac dans ma classe. Et tu as fait collège et lycée? Collège et lycée. Lycée, c'était le lycée Racine, qui avait une partie de son lycée avec des horaires aménagés. Et tu voulais devenir danseuse à cette époque? Je voulais devenir danseuse. Et en fait, à 16 ans, j'ai un peu pété un câble. Et je me suis dit, non, je suis en train de me tromper. Pourquoi? En plus, la danse, c'est tellement dur que... Il y a une grande discipline. C'est une énorme discipline, mais ça me va, moi, la discipline. Mais seulement si vraiment on est sûr à 100% que c'est ça, qu'on veut donner sa vie à ça. Et puis il y a un moment où j'ai eu, c'est plus qu'un doute, j'ai eu la certitude que je ne voulais pas... J'aimais la danse, mais que je ne voulais pas donner ma vie à ça. En revanche, ce que j'adorais, c'était la scène. Donc c'est à ce moment-là que j'ai basculé pour le théâtre. C'est à ce moment-là? Ouais. Mais avant tout ça, tu te dis juste, je vais être danseuse. Il n'y a pas un autre métier qui te fait rêver? Non.
Donc ça a toujours été la scène en fait. Ça a toujours été la scène. Toujours. Ouais. Et puis en fait, j'ai jamais eu dans ma vie un moment où je me suis dit qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et donc du coup, à 16 ans, tu prends les cours de théâtre? Ouais, j'ai tout de suite adoré. Et ça marche tout de suite en plus? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai eu de la chance. Non, mais tu as tout de suite tes premiers rôles, tes premiers oui, jobs, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai quitté mes parents très tôt. J'ai payé mon loyer. Tu les as quittés à quel âge? 19 ans. Donc c'est juste après le bac, quoi. Ouais, pas longtemps après. Je travaillais déjà, mais j'avais pas encore assez pour vraiment m'assumer, payer mon loyer et tout ça. Et à partir de 19 ans, je me suis dit, ouais, là, c'est bon. Donc, je suis partie. Et eux, ils étaient OK avec ça? Ils étaient libres? Oh, oui. Ah oui, alors eux, c'est des postes 68 arts. Genre, tu fais ce que tu veux, ma fille. Donc, il n'y a jamais eu... Quand je voulais être danseuse, c'était, tu seras danseuse. Et quand je voulais être comédienne, ils m'ont jamais... Je crois qu'ils auraient été étonnés que j'aurais fait avocate, quoi. Tu fais quoi? Et tu as fait de la télévision aussi? Ouais. Avec Antoine Decaune? Alors, non, c'était un court-métrage pour la télé. OK. Ça s'appelait 6 minutes avant le 20h. C'était, je crois, son premier court-métrage. Et on avait fait c'était génial. En fait, c'était sur le principe du faux raccord. Donc en fait, le faux raccord, ça veut dire à chaque plan, il y a un truc qui est pas bon. Par exemple, tu vois, ta veste, elle est comme ça. Et le plan d'après, elle est comme ça. Tu vois, elle est pas. Ça crée dans un film normal. Ça crée un faux raccord. Ça crée un faux raccord, ça va pas, c'est un problème. Et lui, en fait, à chaque plan, et au début, c'était des tout petits trucs. Tu vois, un petit machin. Et puis, en fait, ça devenait complètement fou. On avait des perruques, on changeait de robe. Je me souviens, à un moment, j'avais une robe Paco Rabanne. C'était hyper drôle et c'était sur la préparation avant le JT avec la maquilleuse. Ça, c'était début, ça. Ah, c'était... ouais, j'étais hyper jeune, j'avais fait d'autres trucs avant, mais j'étais T'as aussi fait du cinéma dans tes débuts avec Jean-Claude Van Damme? Non, ça, c'est un truc sur Internet qui est faux. C'est pas vrai? Ouais, j'ai jamais pu le... Mais d'où ça sort? Je sais pas, je ne sais pas. Quelqu'un a dû mettre ça sur Wikipédia, ça a fait le tour de 2-3 sites, machin, et tout le monde me dit, t'as tourné avec Jean-Claude Van Damme? Absolument pas, je ne connais pas cette personne. Mais c'est vrai? Non, mais vraiment. C'est énorme que ça soit resté longtemps. Tout ce temps. Bon, écoute, il y a un moment, j'ai essayé de l'enlever à un moment, puis après, c'est qui êtes-vous pour l'enlever? Je sais plus, il y a un truc, bah c'est moi, puis je sais pas, après c'est revenu. Il y a quelqu'un qui veut vraiment que j'ai tourné avec Jean-Claude Van Damme, parce qu'il remet l'info à chaque fois, je fais, ok gars, vas-y, c'est bon, j'ai tourné avec Jean-Claude Van Damme. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Mélanie Page. À demain. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien noté donc, le Kwakoubé et le Apognagnaï. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux prendre la parole une seconde parce que j'ai un petit message à passer? C'est les 90 ans de ma grand-mère aujourd'hui. Et je voudrais lui faire un énorme bisou et lui dire que je l'aime très fort. Comment s'appelle votre grand-mère? Cécile. Ah ben Cécile, on vous embrasse très très fort. Sachez que votre petit-fils est merveilleux. Voilà, vous pouvez être fiers. Fiers également de toute l'équipe qui travaille sur School TV, qui fait un travail remarquable aujourd'hui. À la réalisation, c'est Théo Boscar. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Au maquillage, c'est Laure Audemont. Et à la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. On vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à nous écrire. On vous répond. Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour retrouver toutes les émissions, tous les replays. Bonne soirée à tous. Ciao.